J'espère que vous avez bien déjeuné, j'espère que tout se passe bien pour votre première matinée de congrès. Ce matin, nous avons vu, qu'arrive-t-il aux gens? La réponse d'Elsa Godard, travaillons ensemble, l'envie, le désir d'œuvrer, de créer quelque chose qui aura du sens, c'est tout le management de la dirigeante ou du chef d'entreprise. L'écoute, pour pouvoir les maîtriser, aucune baguette magique, plusieurs ingrédients en tous les cas. Nous l'avons résumé en 3 mots. La géographie, elle peut être favorable. Le temps, l'histoire, c'est-à-dire la longueur de la relation, la durée de la relation avec les différents partenaires permet une plus grande écoute et une meilleure négociation. Et puis enfin les hommes, quand je dis les hommes, c'est-à-dire l'ensemble des personnes avec qui vous allez négocier vous permet parfois de pouvoir avancer mieux, plus vite et parfois de façon inattendue là où vous ne l'espériez pas. Volet suivant, dans ce nouveau monde, c'est l'énergie. L'ancienne, on la connaît, elle permet de turbiner depuis 1 siècle et demi. Ce sont les nouvelles qui posent beaucoup de difficultés. Aucune ne s'impose nécessairement. Électricité, hydrogène, à voir. En tous les cas, cela demande beaucoup de calculs. Voyons comment, encore une fois, certains industriels parviennent à mettre en équation cette énergie nouvelle. On commence par quoi lorsqu'on veut commencer la transformation? Et comment conduit-on le processus? C'est un processus long. Nous avons choisi, DLR a choisi, une entreprise qui précisément consomme beaucoup d'énergie et qui, de ce point de vue, a beaucoup de contraintes, je dirais presque beaucoup plus de contraintes que vous, dans les choix et dans les investissements qu'elle devra faire pour pouvoir éventuellement passer d'une énergie à l'autre. Bénédicte Durand-Deloche est PDG de l'entreprise Alteora. C'est une entreprise qu'elle a rachetée à la barre du tribunal pour plusieurs raisons. D'abord, parce que cette entreprise a un vrai potentiel, évidemment. Ensuite, parce qu'elle a une histoire et aussi parce qu'elle s'inscrit dans un terroir. Ce sont les 3 grands axes qui lui permettaient de dire « celle-là, je la rachète ». Évidemment, au moment où elle l'a rachetée, l'entreprise était bien différente d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'ensemble de l'entreprise qui occupe 300 personnes, et nous allons vous la présenter de façon un peu plus copieuse d'ici quelques instants, cette entreprise aujourd'hui est confrontée, comme vous, exactement à cette transition vers une énergie nouvelle. Puis-je vous demander d'accueillir Madame Bénédicte Durand-Deloche. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Il est souvent confié le moment de la sieste, c'est très sympa. J'aimerais que vous nous présentiez votre entreprise. Que fait-elle exactement? Oui, alors donc le groupe que je dirige, donc qui s'appelle Alteora, qui regroupe en fait plusieurs business units. Donc en fait, nous le principe, c'est évidemment, moi je crois dans l'industrie. Donc on a différentes technologies de transformation et de fabrication pour concevoir des produits dans 2 gammes. Une première gamme qui va être la mobilité, que je vais détailler un peu après, et puis la deuxième gamme qui va être autour justement de l'énergie, puisqu'on fabrique notamment des coffrets, le coffret dans lequel vous avez votre compteur Linky. Il y a de grandes chances pour qu'il sorte de chez nous. Donc pour de protection et de comptage, pour l'électricité, le gaz, l'eau et les télécoms. Et sur la première partie de la mobilité, on va fabriquer, on a comme un équipementier, sauf qu'on ne travaille pas pour l'automobile, on travaille vraiment dans la moyenne série. On conçoit, on fabrique des pièces, très souvent pour du cabotage de véhicules ou pour toute autre application, dans ce qu'on appelle une vraie moyenne série. Donc la moyenne série chez nous, c'est quelques milliers de pièces à quelques centaines de milliers fabriquées par an, par unité de valeur. Exemple, voilà. Quand vous dites cabotage, c'est quoi? J'ai un exemple chez nous qui est assez emblématique parce que c'est une très belle pièce en réalisation qui sont des capots de tracteurs pour Valtra. Voilà, donc c'est des capots, alors je dis souvent la roue fait ma taille, donc vous imaginez à peu près la taille du tracteur. Je suis pas très grande, mais néanmoins, donc c'est des capots avec des finitions classables, parce on a une usine de peinture industrielle. Donc on livre un capot assemblé, équipé, câblé, enfin voilà, avec les optiques, etc., peint en noir métallisé brillant, voilà. Donc ça c'est des pièces qui viennent directement en fin de chaîne de fabrication. Le capot est posé sur le tracteur et le tracteur part
dans le pays ou dans l'unité pour laquelle elle est prévue. Autre application pour laquelle on est assez connu, nous avons réalisé l'ensemble des nouveaux toits des colonnes Maurice de la ville de Paris en composite biosourcé chargé fibre de lin. Donc là, pareil, c'est une application. Alors, ça n'a pas l'air en ce moment, mais extrêmement... Enfin, ça n'a pas l'air comme ça quand on le voit, mais très exigeante. Je dis en ce moment parce que hier, j'étais à Paris et je racontais l'histoire et on me demandait, mais tiens, mais il n'y a jamais des manifestants sur les toits des colonnes Maurice? Donc, je disais que non, mais par exemple, Deco est un de nos clients importants. Je disais, on fabrique aussi les abribus pour eux, par exemple. Dans la conception de ces abribus, il faut s'assurer que si jamais il y a des manifestants sur le toit, bah, l'abribus se casse pas. C'est quand même préférable. Et ils ont pour exemple la ville de Paris, fin de Coupe du Monde en 98, où il y a 30 personnes sur un abribus. Et là, bon, il faut éviter que ça casse. Donc voilà le genre de produit qu'on fait. Et mon parallèle sur les toits des colonnes Maurice, c'est que là, pour le coup, dans la conception, c'est pas les manifestants, mais il faut qu'on s'assure que quand un pigeon arrive en plein vol, à pleine vitesse, bah, que ça casse pas. Voilà. Puisqu'à l'intérieur des colonnes Maurice, vous avez des capteurs, enfin, il se passe plein de choses, hein. C'est de l'affichage, mais évidemment, à l'intérieur, il y a de l'intelligence, en fait, qui vient se mettre là-dedans. Donc, voilà. Donc, nous, c'est assez diversifié, plutôt de la grosse pièce. Évidemment, ma conviction, moi, depuis le départ, depuis que j'ai repris le groupe, c'est l'industrie, hein, d'une manière générale, et tout ce que ça peut créer comme valeur. Donc, on a une proposition de valeur qui, à l'époque, paraissait disruptive. Aujourd'hui, paraît peut-être plus, en tout cas, dans l'air du temps. Mais il y a bientôt 10 ans, moi, que j'ai repris le groupe. Et c'est vrai qu'à l'époque... on me regardait un peu écarquillé quand je disais que je prenais beaucoup de plaisir à travailler dans l'industrie. Combien d'usines? Donc on a 5 usines dans la région. Et elles sont réparties où à peu près? Elles sont réparties dans différents départements évidemment, mais concentration dans l'Ardèche qui est notre histoire. Il faut savoir pour information que l'entreprise a été créée en 1934. Donc on va fêter nos 90 ans l'année prochaine, donc ça commence un peu à remonter. Et qu'on était leader des cabines de téléphone, hein. C'est pour revenir sur votre introduction tout à l'heure. Donc quand on voit voilà, le pivot de business model, on a effectué régulièrement un certain nombre de pivots. Et on en a d'autres dont on reparlera, ce qui me semble assez intéressant aussi sur l'apport systématique en fait, de l'innovation qui permet de shifter aussi des business models. Donc le cœur est en Ardèche, avec 3 usines en Ardèche, dans l'Ain, en Isère, on a une usine en Roumanie et une filiale en Belgique. Voilà. 300 personnes. À peu près. Quand vous reprenez l'entreprise, elle ressemble à quoi? On a le droit de dire pas grand-chose ou pas? Non, on n'a pas le droit. Elle ressemble pas à ça. Les effectifs, hein, on a multiplié, enfin moi depuis que j'ai repris le groupe, on a multiplié le chiffre d'affaires par 2, enfin d'ailleurs en 6-7 ans là. Donc l'entreprise ressemble pas du tout à ça. Évidemment beaucoup plus ancienne. L'entreprise, c'est d'ailleurs intéressant cette année puisque l'entreprise est à 80% dépendante du secteur du BTP. Donc à savoir notamment cette activité de coffret qui est extrêmement prépondérante. Pourquoi je dis que c'est important aujourd'hui? Parce que moi j'ai toujours prôné la diversification en fait dans les secteurs d'activité auxquels on s'adresse quand c'est possible, mais quand on est fabricant en fait comme nous et transformateur comme nous, d'être dépendant d'un seul marché, voilà, c'est de la culture paysanne, hein, tous les œufs dans le même panier, ça marche pas. Enfin, en tout cas, c'est une prise de risque. Moi, j'aime pas trop le risque. Hein, globalement, je prends des risques, mais en fait, ils sont toujours mesurés. On a l'impression qu'ils sont énormes, mais ils sont extrêmement calculés. Et finalement, cette dépendance aujourd'hui, si j'étais cette semaine en conseil d'administration, je fais une transgression, mais en fait, on est une entreprise cotée, historiquement cotée, depuis mars 88 à la Bourse de Lyon. Donc, j'ai un modèle de gouvernance et j'aime la gouvernance. Donc, je pense que c'est des sujets dont on reparlera peut-être tout à l'heure, mais donc et je le racontais cette semaine que si on était dans la situation dans laquelle j'avais repris le groupe, bah aujourd'hui on serait très mal puisque l'activité du BTP est très compliquée en ce moment du fait de l'inflation, du fait du coût d'énergie, des transformations de permis de construire. Enfin, vous voyez que la construction est quand même, vous savez, un secteur compliqué. Alors que là, finalement, la diversité et sans être éparpillée, mais les différents secteurs d'activité auxquels on s'adresse font que bon an mal an, voilà, on continue notre trajectoire de croissance puisque moi j'ai une image, c'est qu'en fait, je dis souvent les chefs d'entreprise, on a un certain nombre d'assiettes en fait comme au cirque et il faut toujours relancer une assiette parce qu'il y en a toujours une qui manque de se casser la figure. Bon voilà, comme c'est toujours une assiette différente, l'avantage c'est que l'équilibre tient toujours. Merci beaucoup pour la description de ce périmètre en question. Et donc maintenant, comment et quand
vous êtes-vous attaqué, vous et peut-être d'autres, à la question de l'énergie? D'abord, combien vous consommez et pourquoi? Alors, ce que je n'ai pas expliqué, donc le cœur de notre activité, c'est quand même la transformation de matériaux composites avec une technologie principale qui s'appelle le SMC, qui est en fait de la ce qu'on peut assimiler à de la thermocompression. Donc, on va avoir des machines, comme on fait des pièces de grande dimension, plutôt des machines imposantes, puisqu'on a un parc machine qui va jusqu'à 2300 tonnes, 2000 tonnes sur certains sites. Enfin, voilà, et en fait, on va basiquement mettre de la matière dans un outillage, dans une machine qui est chauffée entre 160 et 180 degrés en continu, à l'huile. Donc là commence un peu la complexité du process. Notre consommation, c'était un peu plus de 3%, donc on fait 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on dépasse les 4%, en sachant qu'on a un contrat assez favorable en termes d'énergie. On est juste en dessous des électro-intensifs. Donc pour faire très vite, c'est plus de 2 millions par an, enfin de l'an dernier, c'est plus de 2 millions par an de factures d'électricité. D'accord? Puisqu'après, on a un petit peu de gaz, mais le gaz sert uniquement au chauffage. Mais on n'a pas d'élec dans nos process ou Epsilon. Voilà pour ça. Donc ça, c'est un constat. Donc évidemment, alors pour le coup, le premier constat, il est déjà en tant que dirigeant d'entreprise. Une ligne à 3 ou 4% dans mon compte de résultat, je la regarde. Voilà. Ça, c'est la première raison, hein, déjà. Quand je descends, voilà, je ne suis pas très bonne en Excel, mais globalement, quand je vois qu'il commence à y avoir beaucoup de zéros, je regarde quand même un peu ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. Quand je vois qu'il y a des variances, vous avez parlé coût ce matin, quand je vois qu'il y a des variances importantes, malgré le fait qu'on soit contractualisé, évidemment, je m'y intéresse. Mais en fait, on s'y intéresse avant, puisqu'en fait, la problématique, c'est que, à mon sens, hein, c'est qu'on considère l'accès à l'énergie aujourd'hui, alors surtout en tant que Français ou en tant qu'Européen, comme un droit. Globalement, j'appuie sur un interrupteur, je suis toujours assuré d'avoir de l'énergie. Il nous est arrivé une petite histoire il y a quelques années qui permet un peu d'éveiller les consciences. Bon, en Ardèche, c'est un territoire hostile, mais bon, quand même, il neige de temps en temps. Et il s'avère qu'un hiver, épisode neigeux très, 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 très rude, vraiment très rude. Et 2 de mes usines, blackout total, plus d'énergie. Et là, on voit la dépendance qu'on a à l'énergie. Donc évidemment, catastrophe, d'autant qu'on était en pleine bourre, qu'il fallait qu'on livre des marchés absolument avant la fin de l'année, qu'on avait une pression client. On devait d'ailleurs livrer les toits des colonnes Maurice pour la ville de Paris avant les élections. Donc on avait, globalement, la fenêtre de tir était très courte. Et là, on est début décembre, on doit finir de livrer pour le 15 décembre à peu près. Bon, j'appelle, je passe des coups de fil à droite à gauche et on m'explique gentiment que on n'aura pas d'électricité pendant 3 semaines minimum. Bon, là, autant dire que j'ai à peu près fait un début de crise cardiaque. Et bon, on a trouvé des solutions, puisqu'en fait, voilà, le fait d'être sur des territoires permet aussi d'avoir un niveau d'entre-gens qui permet aussi de trouver des solutions à des problèmes qui paraissent insolubles. Mais néanmoins, ça a permis de toucher du doigt que sans électricité, et on le voit chez nous, sans énergie, finalement, on n'est plus grand-chose. Donc c'est là où on a commencé à se dire, et comment on fait en fait si ce truc-là, il dure? Alors évidemment, il y en a qui arrivent dans les bureaux ou en salle de réunion qui disent on va louer des groupes électrogènes. Bien sûr, vous avez vu le prix du gasoil? Non. Compte de résultats, ça ne marche pas. Donc là, on s'est dit finalement aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait, la dimension énergétique, la dimension énergie, l'exposition en fait à l'énergie, doit devenir un choix dans nos investissements et dans nos critères. Alors évidemment, quand on dit ça, je ne suis pas en train de dire qu'on remplace, et ce que vous disiez en présentant, qu'on remplace évidemment notre source d'énergie pour chauffer nos machines, puisque même si on a des idées là-dessus, il n'y a pas de solution technologique, en fait, aujourd'hui, concrètement, qui permettent de remplacer de l'électricité pour chauffer une machine en process continu sur une température de consigne donnée. Mais tout ce qu'il y a autour, on essaye de se décarcasser pour faire un peu différemment. Et en tout cas, pour le prendre dans notre prisme. Et ça commence il y a 10 ans, pour nous, premier bilan carbone. Premier bilan carbone, puisque en fait, finalement, alors c'est encore une fois, hein, ce que je vais vous raconter cet après-midi, c'est globalement des choses assez basiques. Mais je trouve que quand on mesure, c'est tout de suite plus facile, en fait, de voir ce qu'on a comme chemin à parcourir. Voilà. Quand on fait un marathon et qu'on en est à moitié, quand on sait qu'il reste à moitié, bon voilà, on va y arriver. Quand on ne sait pas d'où on part et qu'on n'a pas compté, qu'on n'a pas mesuré, personnellement, je trouve ça plus compliqué. Donc nous, on aime
mesurée. On est en train d'ailleurs d'aller beaucoup plus loin, puisqu'on est en train de mesurer machine par machine la consommation électrique et énergétique de chaque machine, voire de chaque run de production, puisqu'en fonction des produits, on a des différences qui s'installent. Ce que vous n'aviez pas fait jusque-là. Non, puisqu'on n'en avait pas la nécessité, parce qu'encore une fois, c'est pour ça que je reviens sur quelques histoires qui peuvent paraître en fait des anecdotes, mais qui sont, j'aime bien soit le tipping point ou voilà, les shifts. Finalement, c'est ces choses qui vous permettent d'évoluer, de tourner et de penser un peu différemment. Mais jusqu'à maintenant, en fait, finalement, l'énergie, c'était pas très cher. On en avait. Pourquoi s'embêter ? On a 12 milliards d'autres soucis à gérer. Mais là, voilà, ça devient plus prégnant. Donc, on va plus précisément dans notre comptage. Bon, on est aussi soumis, comme je pense, au décret tertiaire. C'est un truc bizarre qu'on a inventé et qui encore complexifie les choses. Mais voilà. Donc, on mesure. Donc, premier bilan carbone il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on réalise nos propres bilans carbone en interne, puisqu'en fait, les équipes sont formées à ça. Alors, ça, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir en fonction. Mais voilà. Donc, finalement, chaque décision, on la prend avec ce prisme. Alors, il y a des décisions qui sont simples, qui sont d'ailleurs parfois potentiellement critiquables. Et je prends comme exemple, par exemple, voilà, les équipes ont poussé à ce qu'on passe l'ensemble de la flotte véhicules légers en hybride. On avance évidemment sur nos chariots, toujours pareil, quand c'est possible, l'ensemble des chariots dans nos process industriels sont des chariots électriques. Voilà, reste quand même à se dire économie, écologie. Voilà, ça peut être tangent. Hein, je dis pas que c'est à chaque fois la meilleure solution ou la solution la plus écologique, mais on se pose cette question-là. Remplacement également, voilà, de groupes froids. On utilise un petit peu d'eau dans notre process, donc on va chercher de l'eau en fait, notamment dans un lac qu'on a à proximité, qu'on rejette après ensuite, évidemment de l'eau propre, hein, retraitée, etc. Mais voilà le genre de choses en fait qu'on essaye de faire. On a mesuré l'ensemble, enfin tous les flux importants dans les entreprises, dans les sites industriels et inter-usines, voilà, pour mesurer l'impact en fait de ces flux d'un point de vue consommation énergétique. Voilà, donc on a toutes ces actions. Et puis plus globalement, on s'est engagé dans un process là beaucoup plus large et beaucoup plus profond, puisque alors là on est en pleine réflexion sur la décarbonation, la décarbonisation comme vous voulez, de notre business model à horizon. Donc on s'est fixé 3 horizons. J'ai une autre image moi que j'aime beaucoup, qui quand on a un éléphant, il faut le découper en petits morceaux pour le manger, parce que sinon c'est super compliqué, c'est assez indigeste. Donc on l'a découpé en morceaux. Donc on a un premier morceau, une première échéance qui est 2026, qui finalement est très court terme. Donc là où on s'est fixé des enjeux de réduction, en l'occurrence hein, de GES et autres. Deuxième échéance à 2030, et puis une échéance beaucoup plus lointaine à 2050. Et à chaque fois en fait qu'on réfléchit, on réfléchit avec ces 3 dates et on a voilà, toute une déclinaison en fait de notre plan stratégique. Donc on est en train de finaliser, on le communiquera courant de l'été, je pense, avec à chaque fois en fait ces 3 échéances qui sont globalement hein, maintenant moyen terme et long terme hein, pour faire court. Expliquez-nous pourquoi avoir fixé 2026 ? Pourquoi 2026 ? Pourquoi pas ? Vrai, mais à l'intérieur de l'entreprise, est-ce que vraiment cette échéance-là, elle avait une justification particulière ? Alors, il faut savoir que sur ce process-là, donc moi j'aime l'intelligence collaborative, l'intelligence collective, et donc en fait j'ai un groupe de 30 collaborateurs, donc globalement 10% des effectifs, qui travaillent en fait à la réflexion de la décarbonation de notre business model. Et en fait, c'est eux qui ont fixé cette échéance, puisque moi au départ j'étais plutôt sur 2024 ou 2025. Et ils trouvaient ça très effrayant. Beaucoup trop court, alors que 2026 leur paraissait beaucoup plus supportable, avec l'idée que d'ici 2026, enfin 3 ans pour réaliser des actions concrètes, ça laisse quand même du temps voilà, pour réaliser vraiment des choses. Voilà. Groupe de 30 personnes, on remonte un peu en arrière. Quand avez-vous décidé de mettre en place ce groupe en question et quel fut l'élément déclencheur ? On a mis ce groupe, donc on fait partie du premier accélérateur décarbonation de la BPI. Donc on l'a mis donc dans cet accélérateur. Enfin là pour le coup c'est
j'ai fait le choix de vraiment impliquer des collaborateurs, puisque alors moi je travaille beaucoup sur tout ce qui va être évidemment management un peu différent. Donc ce que j'ai des modèles très collaboratifs. J'ai souhaité en fait engager un maximum de personnes, puisqu'il faut savoir, en ayant déjà fait pivoter le business model du groupe une fois, puisque d'ailleurs on a même changé de nom, changé d'organisation juridique, etc. Finalement, le plus compliqué, c'est pas d'avoir l'idée, hein, c'est pas de dire où est-ce qu'on va, hein, c'est pas cette vision stratégique. Globalement, un peu de jus de cerveau, un peu de temps et de l'énergie pour faire un parallèle, et on y arrive. Mais le plus compliqué là-dedans, en fait, pour moi, c'est la conduite du changement. Et la conduite du changement, c'est les hommes. Et les hommes, quand on les implique en fait au départ, et quand ils sont acteurs finalement des décisions et du plan qu'on va imaginer pour la suite. Et quand ils y ont participé au départ, en fait, le déploiement derrière, il va, alors c'est clair, c'est un peu bateau, mais plus fort et clairement plus vite. Donc vous décidez de la mise en place d'un groupe, 30 personnes. Comment avez-vous composé ce groupe en question? Ils vont s'attaquer quand même à une question qui est technique aussi. Est-ce qu'en raison des compétences? Est-ce en raison des envies, des désirs? Bien, moi je veux en faire partie. En fait, c'est un mix. Clairement, ça a été très arbitraire et assumé. Donc, en effet, il y a un socle de compétences. Après, c'est vrai qu'on a quand même un certain nombre d'ingénieurs dans le groupe, évidemment, du fait de notre activité. Mais pas que. Alors, voilà, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a aussi bien des collaborateurs d'usine. Alors, pas des opérateurs, mais vraiment juste l'échelon au-dessus. Il y en a un ou deux qui sont vraiment très, très proches de la production. Donc, pas que des cadres aussi. Ça, c'était un choix. Et notamment dans les pas cadres, enfin d'ailleurs dans les cadres aussi, des gens qui ont envie et des gens qui sont acteurs en fait dans le groupe. Et ça pour moi c'est important, et c'est d'ailleurs une marque de reconnaissance extrêmement importante. Donc j'assume ce côté arbitraire à un moment donné. Et c'est intéressant en fait. Enfin, donc là on a un certain nombre de séances, donc tout ça moi je le fais, c'est accompagné, c'est coaché. Enfin voilà, c'est très structuré. Et je n'assiste pas justement à ces séances pour pas brider en fait la créativité, puisqu'en fait le principe de ce fonctionnement-là, c'est vraiment de libérer la créativité. Évidemment, bon, je suis là à la fin, et s'il y a quelque chose qui me convient pas, évidemment, je ne le valide pas. Mais donc, il me présente, on débat, et in fine, voilà, je valide un plan stratégique et je valide un certain nombre d'objectifs, d'actions, de budget d'investissement, etc. Mais c'est voilà. Donc ce groupe-là s'organise pour pouvoir répondre à quoi? Quelles questions précisément doit-il répondre? Quel sera notre business model? Enfin, ou comment, la question, c'est comment je décarbone mon business model à horizon. Alors donc on va prendre le moyen, mais 2030, voilà, 2030 pour faire clair. Voilà, donc, ils ont carte blanche pour se réunir? Ils ont carte blanche. Donc ça veut dire je travaille sur mon organisation, enfin déjà l'organisation du travail, le business model en tant que tel. Donc évidemment, nous, on va parler matériaux, parce que nos matériaux issus pour la plupart du pétrole vont évoluer, vont changer. Donc comment on s'inscrit là-dedans? Nos clients, comment on va s'adresser à nos clients? Qu'est-ce qu'on propose en fait comme solution à nos clients? Est-ce qu'on reste dans un modèle de vente de produits, ou est-ce qu'on passe à une économie d'usage? Donc, alors au préalable, ils ont eu 2 ou 3 séances d'explication. Fresque un peu raccourci, mais fresque du climat, tous les objectifs climat, etc. Voilà, pour avoir un certain nombre de mécanismes en fait en tête. Enfin, voilà, sans dire que qu'il fallait tout prendre là-dedans, mais déjà pour avoir un peu une ouverture d'esprit par rapport à ça. Et franchement, c'est bluffant. Enfin, le résultat, ce qui en sort, c'est magique. Ils ont commencé à bosser quand? Il y a 1 an. Il y a 1 an. Ouais. Aujourd'hui, on en est où? Quelle proposition déjà mise en place? Alors, on le dévoilera complètement cet été. On est en train de le mettre en forme et de mettre un peu évidemment de marketing là-dessus. Mais c'est vraiment bluffant en fait, parce que dès 2026, il y a des engagements extrêmement forts là-dessus. Évidemment, sans déflorer tout ce qui sera après. Mais par exemple, aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on en parle dans d'autres secteurs d'activité, mais eux, leur souhait, c'est qu'on sache très rapidement, donc quand on dit très rapidement, ils ont placé l'échéance en 2024, valoriser d'un point de vue carbone tous les produits qu'on fabrique. C'est-à-dire qu'un client saura le coût carbone de son produit. À partir de l'année prochaine, voilà, tous nos produits auront un coût carbone. Donc ça paraît pas grand-chose. Encore une fois, si on revient dans Excel, ça fait une petite ligne dans Excel.
c'est un peu costaud quand même à faire. Voilà, hein. La deuxième chose, c'est à partir de l'année prochaine aussi, donc là l'idée c'est il démarre cette année et l'année prochaine, systématiquement proposer à nos clients ou à nos prospects une solution meilleure en impact carbone et avec de l'éco-conception. Et où? Parce que voilà, il peut y avoir différentes alternatives, mais parce qu'aujourd'hui ce qu'on voit, c'est que finalement leur idée là-dedans, c'est qu'on accompagne nos clients dans leur transition RSE et dans leur propre transition en fait décarbonation. Finalement, en tant qu'industriel, c'est qu'on soit une partie de leur solution. Ouais. Voilà. Autrement dit, la réflexion s'inscrit en amont et en aval. Ce n'est pas uniquement, tiens, à l'intérieur, comment est-ce qu'on fait? C'est pas ça l'idée. Non. L'idée, c'est vraiment, on intègre tout le monde. C'est tout le business model, c'est toute la proposition de valeur. C'est ça la chose. Ouais, d'accord. Autonomie totale du groupe? Les 30, là, les autonomie 30, totale. Autonomie totale. Ouais. Donc, comment vous faites? Parce que, attendez, hein, voilà, mais sur 300 personnes, il y a quand même un planning. Ils doivent faire leur job aussi. Ça, c'est en plus. C'est sur leur temps de travail. C'est en plus. Ouais. Parfait. Ouais, et donc, ils sont engagés là-dessus. Il y a des journées ou des demi-journées. Leur mission, c'est pour combien de temps? Est-ce qu'ils ont-ils une date? Oui, ils ont une date. Enfin, ils ont plusieurs dates. En fait, il y a des jalons, hein, évidemment. Enfin, après, pour le coup, il faut savoir que nous, on est très. Enfin, je disais équipementier automobile tout à l'heure, mais voilà, typé projet auto. Donc, on a vraiment cette culture en fait du projet avec des kick-offs, des jalons, des réunions, etc. Donc, on travaille vraiment comme ça. Donc, tout ça est évidemment jalonné. Il y a régulièrement des comptes rendus, des débriefings, des points de passage pour permettre en fait de passer au point d'après. Donc là, j'en avais un cette semaine, on en a un avec plus de monde dans 15 jours. Et puis surtout, ils vont venir présenter ça à l'ensemble des collaborateurs. Et ça, c'est cet été, c'est à la suite de ça en fait qu'on le communiquera publiquement. Et voilà. Et ça, c'est aussi un challenge parce que du départ, ils savent qu'il y a certains d'entre eux qui vont devoir présenter à tout le groupe. Alors donc nous, on parlera peut-être management après, mais on a un certain nombre de rituels en fait de management et donc voilà, 2 fois par an, on fait le tour de l'ensemble des sites et on présente justement là où on en est, évidemment le plan stratégique, mais tous les plans d'action importants, l'activité, tous les changements, etc. Voilà. Et ça pour eux, c'est plus un challenge que de réfléchir à la stratégie. J'entends. De se dire mince, il va falloir prendre un micro et expliquer à mes petits collègues là ce qu'on va faire. Et finalement, ce qu'on a décidé, nous, de faire pour les décennies à venir. D'accord. Voilà. Savez-vous combien vous consommez? Est-ce que vous avez quantifié, vous avez mesuré machine par machine? Comment l'avez-vous fait? On n'est pas à ce que je disais. On n'est pas encore machine par machine. On est en train. Donc là, on s'est équipé. Donc j'ai pas encore l'ensemble des résultats. Voilà, pour vous situer, on a à peu près 50 000 m² de surface de production, donc si vous voyez à peu près la taille d'une machine, ça fait quelques machines. Donc il y a quelques petites choses, à compter. Mais sinon, notre consommation énergétique, oui. Et puis pour le coup, aujourd'hui, voilà, dans nos métiers, moi, c'est un KPI que j'ai tous les mois. D'accord. Faut être très clair. J'ai et la consommation en mégawattheure et l'impact en euros. Hein. Bon, vous avez vu monter la facture ou pas? Oui, vous l'avez vu monter. Oui. Ça vous inquiète pour l'instant ou pas? C'est encore absorbable? Non. Enfin, on l'absorbe. De toute façon, voilà, ça vient obérer notre marge. Faut être très clair. Vous ne répercutez pas sur les prix de vente? On répercute, mais jamais assez vite. Donc ça, voilà, je pense que c'est le sujet certainement que vous avez eu ce matin. Le sujet du temps. C'était juste une digression. Le coût / temps est une équation compliquée. Et puis c'est surtout un changement de paradigme parce qu'on était dans un monde, dans un univers très stable. Et finalement, c'est ça qui a changé. On était avec globalement des prix de matériaux, des prix de matières qui étaient extrêmement stables. Donc il se passait pas grand-chose. Et là, en fait, du coup, on est en train de repenser en fait complètement voilà, il faut se réétalonner systématiquement et puis y compris dans nos pratiques commerciales. Ça a vraiment bousculé en fait nos équipes de vente qui jusqu'à maintenant allaient passer 2% ou 3% chez les clients. Là, c'est plus le sujet. Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Voilà. Vous nous avez expliqué les contraintes techniques. Vous avez dit, écoutez, ce sont des grosses machines, ce sont des machines qu'il faut chauffer entre 150 et 180 degrés. C'est 24-24, ça? Oui. Et donc, elles tournent 24-24 ou pas? Oui. Est-ce que vous avez modifié les horaires de travail?
Alors, ça, c'est une réflexion qu'on a aujourd'hui. On travaille en 3-8 sur quasiment l'ensemble de nos usines. Alors, on a des process, ce qu'on appelle les process continus et d'autres non, mais néanmoins, on travaille en 3-8 pour des problématiques de capacitaire. On est en train, et donc là, c'est un sujet avec les représentants du personnel, avec le CSE. J'ai fait une proposition qu'on étudie une nouvelle organisation du travail, justement pour pouvoir fermer, en fait, nous, ce qu'on appelle des postes ou des morceaux d'atelier complètement et éteindre ces morceaux. Puisqu'en fait, ce qu'on a identifié en fait au travers de nos mesures, la première chose, alors moi je connaissais absolument pas ça, c'est cette notion de talon énergétique. Le talon énergétique, alors je sais pas s'il y en a dans la salle qui savent ce que c'est, mais moi je savais pas bien. Talon énergétique, c'est vous éteignez tout, non pas vous coupez tout, mais vous éteignez tout, et finalement c'est le résiduel. Et le résiduel chez nous, donc si je prends par exemple une de nos usines qui est la plus consommatrice en énergie, c'est-à-dire quand on éteint tout, le week-end, ça nous coûte 10 000 balles. Voilà, pour faire court. D'accord. Ouais. Mais pourquoi 1000 francs? Parce qu'en fait, il y a toujours du courant qui continue. Il y a toujours un petit appel. En fait, c'est le principe de votre prise que vous laissez brancher avec votre chargeur de téléphone sans rien au bout, qui continue, sauf que très, très amplifié. D'accord. Ça, c'est le talon. Voilà. Ça, c'est le talon. 5 000 € par jour. D'accord, déjà. Bon. Voilà. On démarre comme ça. On démarre comme ça. Voilà. Okay. Donc ça, c'est compliqué. Voilà. Donc là, on est en train de se dire, il faut vraiment couper. Ouais. Donc là, pour le coup, c'est descendre l'interrupteur pour faire clair. Il faut retirer la prise, quoi, vraiment. Exactement. Voilà. Et pour ça, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt de mettre une organisation du travail différente en place, concentrée, parce qu'aujourd'hui, on a des équipes de nuit, mais qui sont moins importantes que des équipes de jour, et du coup, travailler avec, en l'occurrence, 1 ou 2 postes en moins sur la semaine. Bon, là, évidemment, c'est un sujet avec les organisations syndicales. Un peu compliqué de discuter avec les organisations syndicales en ce moment. Je ne vous cache pas. Hein, nous n'avons pas tout à fait les mêmes sujets. Mais, je comprends. Mais non, et la réflexion vient aussi. Alors, on entend beaucoup parler de la semaine de 4 jours. Alors, à Lyon, il y a une mode de la semaine de 4 jours. Quelques dirigeants lyonnais qui sont partis là. Puis, il y a une autre mode qui s'appelle le télétravail. Alors, moi, je suis favorable ni à l'un ni à l'autre. Voilà, comme ça, c'est dit. Mais néanmoins, ce que ça révèle, en tant qu'industriel, on a ce vieux principe de col blanc et de col bleu. Et finalement, en fait, cette semaine de 4 jours pour des bureaux ou ce télétravail pour des 4 jours, pour des administratifs, en fait, je trouve que ça exacerbe en fait encore plus des différences et c'est très excluant finalement pour ceux qui sont vraiment nos travailleurs, nos ouvriers, nos opérateurs, nos collaborateurs dans les usines et qui font finalement l'activité du groupe et l'activité industrielle. Et je trouve ça pas normal. Voilà. Et donc, puisqu'on est quand même, d'un point de vue attractivité, obligé de faire un petit peu de télétravail, alors très, très modéré chez nous, c'est là où je me suis dit, en fait, pourquoi on ne réfléchit pas différemment? Et finalement, pourquoi la semaine de 4 jours, elle n'est pas pour les administratifs, elle n'est pas pour les services support et les ingénieurs, mais peut-être que ça pourrait être une attractivité un peu différente pour ceux qui sont derrière une machine et dont finalement toute leur carrière, ils vont rester dans une usine. Voilà. Et comment on leur apporte un petit peu autre chose. Donc là, il y a plein, derrière, ça amène plein d'autres choses, parce que je n'ai pas dit réduire la durée du travail. Je n'ai pas dit, donc c'est évidemment plein de réflexions autour, mais c'est en fait, j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose à faire et qu'à un moment donné, quand on veut revaloriser aussi des métiers qui sont un peu plus âpres, comment on essaye de penser un peu différemment, voilà, à construire. Si je prolonge votre idée, vous dites finalement, et pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas sur la semaine de 4 jours, mais en 3-8, ce qui permettrait aux machines de tourner 24-24, quitte à ce qu'il y ait moins de machines qui tournent. Et oui, c'est là où on ferait de l'économie. Oui, et puis moins de personnel. Après, c'est les changements de poste. Il y a plein de choses. Donc, on est parti de l'énergie et on arrive à une nouvelle organisation du travail, éventuellement, en tous les cas. Exactement. C'est éventuellement une idée. Bon. Je reviens sur votre groupe de 30 personnes. C'est eux qui ont trouvé ça? Alors, eux ont émis l'idée, tout à fait. Ils ont émis l'idée. Ils ont émis l'idée, et c'est là, après, donc c'est le phénomène de la petite graine, où après, moi, je récupère la petite graine et je l'arrose,
Et elle arrive à ça, mais c'est eux qui ont eu l'idée. Et eux, maintenant, ils continuent à travailler sur ce modèle-là, éventuellement, ou d'autres encore. Après, on est dans une organisation avec des représentants syndicaux, etc. Donc là, ça rentre dans un circuit. Mais calculer le processus, c'est eux. Oui, oui. Puis après, on a des services qui modélisent en fait des organisations, mais la petite graine, c'est eux. Autrement dit, voilà, ça c'est déjà une première réponse. C'est une réponse très concrète. J'invente, mais sur 10 machines, on pourrait très bien dire on n'en met plus que 8 ou on n'en met plus que 7, mais elles vont tourner 24-24 et nous nous organisons autour de ces machines en question. Et on coupe le reste, voilà. Et donc ça, au minimum, c'est 2 000 € par jour, minimum. Voilà, ok, super, pas mal. La suite alors, parce que vous avez dit, mais on se dirige vers, il nous faut une décarbonation totale. Actuellement, quand je vous pose la question, et si je posais la question au Club des 30, pouvez-vous me dire comment vous allez y arriver? Quelle est leur réponse actuellement? Le comment, en fait, c'est ça, c'est qu'on a, en fait, ils ont vraiment décortiqué en fait un certain nombre d'actions. Ils sont partis d'une ce qu'on appelle une matrice soleil. En fait, c'est quels sont les axes sur lesquels je vais avoir un impact. De ces axes, donc il va y avoir la chaîne de valeur, il va y avoir l'organisation. Du coup, ils ont déterminé l'organisation du travail. Ils ont pris tout ce qui était ressources en termes de matériaux, tout ce qui est retraitement de déchets, recyclage. Voilà. Et après, ils ont identifié en fait un certain nombre d'actions avec un niveau d'impact sur l'organisation, un niveau d'impact économique et un niveau d'impact de réduction de GES. Il faut que je prenne un peu de temps pour réfléchir parce que du coup, ça en fait une matrice assez complexe. Mais pour être très clair, en fait, aujourd'hui, chacun a son plan d'action. Qui est très clair, qu'ils ont rendu très opérationnel sur cette première étape 2026, et c'est comme ça qu'ils l'imaginaient, et je pense que c'est très bien. Et du coup, ils déroulent en fait, ils déroulent leurs actions. On a validé tout ça, et ils avancent là-dessus. Vous êtes dans l'industrie, donc quand vous avez repris l'entreprise, excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière, c'était que des messieurs, hommes maximum? Sauf à la compta au RH, oui. Oui, ok. Ensuite, aujourd'hui, vous êtes sur quelle proportion? On a 43% de femmes dans le groupe. À tous les étages? Oui. Mais à tous les étages. Bravo. Forcément, ouais. Et ça en combien d'années? Ça en 7 ans et demi. En 7 ans et demi. Et dans le groupe des 30, là, il y a proportion? 50-50. 50-50. Ouais, quasiment. Quoi. Comment ils bossent ensemble? Parce que c'est une vraie révolution que vous avez mise en place là. C'est plus un sujet en fait. Pourquoi c'est pas un sujet? Ailleurs, ça pose sujet. Ici, pas. Bon, alors évidemment, je suis arrivée, j'ai 2 anecdotes assez mignonnes, différentes, mais la première, c'est qu'on me dit, trouve pas... Je dis, mais pourquoi il n'y a pas de femmes dans les ateliers? Pourquoi il n'y a pas de femmes dans les usines? Non, mais Madame Durand, on n'en trouve pas. Vous vous rendez pas compte, c'est hyper difficile ce qu'on fait. Moi, j'aime bien creuser. Le problème des filles, c'est qu'on est quand même un peu... On gratte au fond un peu, voilà. Et on va chercher finalement le petit truc qui fait qu'on va essayer de changer les choses. Alors, à l'époque, je sais que ça paraît un peu surréaliste, mais à l'époque, en fait, ils ne communiquaient des offres d'emploi et avec Pôle emploi, etc., en mettant « cherche homme ». Ouais, ça a moins bien marché, en fait. C'est pas très attractif pour une femme. Et si par malheur, une femme se présentait, ils la mettaient au pire poste dans l'usine, en lui faisant porter des kilos et des kilos pas possibles, alors qu'on a tout ce qu'il faut en termes de potence et en termes d'ergonomie, mais histoire de la décourager. Bon, je ne me suis pas laissé démonter, j'ai appelé Pôle emploi et je leur ai demandé sur un poste d'opérateur basique chez nous qui propose en fait une femme sur la prochaine personne qui allait venir, mais plutôt, voilà, je leur ai demandé, bon, on n'a pas trop le droit de le faire, mais plutôt physiquement pas trop frêle. Et il s'est avéré que ça s'est bien passé. Et depuis ce jour-là, le sujet est terminé. Maintenant, évidemment, alors c'est obligatoire, mais nos offres d'emploi sont hommes-femmes. Et après, c'est l'appétit vient en mangeant. Donc ça, c'est... Voilà. Bon, et après, c'est pareil. La deuxième anecdote, moi, quand je suis arrivée au départ, je viens accueillir quelqu'un qui venait à mon bureau et il me dit bonjour, je viens voir Monsieur Durand. Vous êtes son assistante? Non, voilà. Bon, il y avait un peu de monde à ce moment-là et là, je l'ai gentiment remis à sa place. Ça, c'est une histoire qui a fait le tour du groupe. Évidemment, très poliment, mais voilà. Donc, ça permet de marquer aussi un peu des territoires et de montrer que, homme ou femme, en fait, peu importe,
la mixité, pour moi, est une évidence dans le sens de la performance. Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est plus à dire. Et néanmoins, voilà, je pense qu'on a aussi... Moi, en tant que femme, je me dis, finalement, ma génération, on a eu très peu de rôle modèle, en fait, en termes de femmes. Donc, finalement, comment on construit ça? Donc, voilà, on prend... toutes d'ailleurs dans le groupe et tous pour les hommes aussi, du temps à expliquer en fait ce que c'est une entreprise avec de la mixité. Comment en tant que femme on peut accéder à tous les postes dans l'entreprise. On a des femmes ingénieurs chez nous, hein, on a des femmes voilà. On a des femmes dans les usines, on a une femme responsable de production, on a voilà. Et derrière les machines aussi. Et derrière les machines partout. Voilà. Enfin, aujourd'hui partout. Enfin c'est voilà, c'est vraiment okay. Il y a une vraie mixité et ce n'est pas un sujet en fait. J'ai encore 2 questions et c'est à vous. Et un homme au RH. Alors, ma première, donc je garde bien l'énergie en tête, mais en réalité, derrière cette question-là, ce que l'on voit, et vous l'avez dit de façon elliptique à 2 ou 3 reprises, c'est toute une conception du management. Bien, alors c'est là-dessus où j'aimerais que l'on termine ensemble. Management, vous le concevez comment? Vous l'avez organisé comment? Non, c'est quoi? C'est une société anonyme? C'est comment? C'est comment votre gouvernance? À la base, quand vous arrivez, elle est comment? À la base, très classique. Alors, on est coté, donc c'est une société anonyme à conseil d'administration de facto. Ça, c'est, enfin, ça pourrait être un directoire, mais c'est globalement la même chose. Conseil d'administration, alors c'était sympa parce qu'on avait des représentants des salariés au conseil d'administration et puis quelques sachants retraités. Voilà, donc c'était voilà, un peu à l'image de la société. Voilà. Donc ça, c'est il y a 7-8 ans. Ouais. Ouais. Bon, on a un peu retwisté les choses depuis. Donc le principe pour moi, déjà, c'est un principe managérial pour moi fort, qui est l'alignement. C'est-à-dire déjà les valeurs du groupe, qui sont de facto mes valeurs, ça constitue une culture d'entreprise. Ça, pour moi, c'est la base, puisqu'en fait, c'est cette culture qu'on infuse en fait dans chaque usine. En plus, on est multisite et en plus, on est assez dynamique dans une stratégie de croissance externe. Il faut aussi qu'on aille intégrer des nouvelles cultures. Voilà, donc, il faut que notre culture à nous soit forte, tout en respectant la culture de ceux qu'on reprend hein, pour faire quelque chose qui ne soit pas un bloubi-boulga à la fin. Ça, c'est la base. La deuxième chose, c'est un modèle collaboratif. Ça, du coup, je l'ai énoncé à plusieurs reprises tout à l'heure. Et puis également un modèle agile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a rien de gravé dans le marbre. Faire partie du CODIR à un moment donné parce qu'il y a un sujet, parce qu'il y a une compétence, c'est OK. Si à un moment donné, voilà, il y a une réorientation, le CODIR, il évolue. Le CODIR également, ça c'est quelque chose qui est peu utilisé, mais voilà, que moi sur lequel j'avais été formée précédemment, fonctionne en CODIR en processus délégué. Donc le processus délégué, ça vient du sport. Le principe, c'est pas moi qui anime le CODIR. En fait, il y a un rôle qui est affecté à chaque personne. Donc nous, on a choisi de le faire tournant. Ça peut être fixe en fait en fonction des organisations, enfin et des choix. Mais moi, j'aime bien le fait que ça tourne. Il y a des rôles qui sont attribués, qui sont alors pour le coup très figés, hein, des rôles et responsabilités de chaque persona, on va dire, dans ce comité de direction. Et moi, je suis là finalement que pour arbitrer si le groupe n'est pas arrivé à quelque chose qui soit OK et validé par tout le monde. Ça apporte une dynamique qui est extrêmement forte. Alors moi, je viens de grands groupes américains, hein, donc j'ai vraiment été biberonnée à l'inverse de cette culture-là, hein, pour le coup, sur des cultures très descendantes, très patriarcales, où je disais, moi, le meilleur moment pour moi, finalement, c'est le CODIR hebdomadaire, puisque j'ai mon ordinateur et c'est là où je traite mes 50 mails de retard ou mes 100 mails de retard, donc c'est parfait. Et quand c'est utile, franchement. Enfin, faut bien. Il y a ça ou le TGV ou l'avion. Donc pour moi, c'était le CODIR en plus du reste. Je trouvais cette alternative assez sympa. Mais du coup, évidemment, quand vous êtes de l'autre côté de la barrière et que c'est votre boîte, vous dites en fait, j'ai pas envie de payer 10 mecs là à faire leur mail et à raconter des trucs parce que sinon je reste dans mon bureau et je le fais toute seule. Voilà, donc comment on fait finalement pour apporter cette dynamique-là? Et la dynamique, elle va d'ailleurs plus loin, puisqu'on fait nos comités de direction dans ce qu'on appelle nous une Nobeya Room. En l'occurrence, nos comités de direction sont debout, comme on est là. Ouais.
Pas le droit de Allez-y, s'asseoir. poursuivez. Non, Donc, mais oui, on est là. Tête atterrée. Oui, on le fait debout, mais pas le droit de s'asseoir. Non, pas le droit de s'asseoir, sauf si on a vraiment très très mal aux jambes. Non, mais le principe en fait, c'est la pourquoi posture le faire dynamique. debout? C'est ça ma question. Mais parce qu'en fait, l'engagement, la dynamique, elle n'est pas du tout la même. Voilà, quand vous êtes debout, vous êtes pleinement concentré à ce que vous faites. Vous êtes dans l'efficacité. Alors là, pour le coup, moi, je m'intéresse également beaucoup à tout ce qui va être cognitif. Et du coup, le fonctionnement n'est pas du tout le même. Voilà. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant. Un codir dure combien de temps? Une heure et demie. Une heure et demie. Voilà. Voilà. 1 heure et 90 demie. minutes, on bosse. Voilà, exactement. Et c'est hyper efficient. Et puis, on a fini avant, Donc, vous n'en faites pas partie. C'est eux qui décident de la stratégie du groupe ou pas? Non, la stratégie du groupe, pour le coup, c'est le conseil d'administration. D'accord. Voilà, Oui. conseil d'administration et derrière Codir et puis manager. Voilà. Parfait. Et vous validez? Et moi, je valide. C'est tout? Bon, un peu plus, mais oui. Parfois alors, je travaille un peu, mais pas trop. Mais quand il y a des accords, quand vous n'êtes pas tout à fait d'accord, comment ça se passe? C'est ça que j'aimerais bien... Voilà, il arrive évidemment qu'on soit pas d'accord, mais que ce soit avec le CODIR ou avec les représentants du personnel, ça arrive aussi. Le principe, c'est l'échange et la discussion. Et moi, j'ai pas de problème à changer d'avis, en fait. Voilà, à partir du moment où on me convainc avec des arguments, je n'estime pas détenir la raison ultime, en fait. Combien de temps pour mettre tout cela en place, ce management-là? Vous avez 4-5 ans, quand même. 4-5 ans quand même, en fait, pour que ce soit acquis et efficient. Et une culture d'entreprise. Voilà, et une culture, parce qu'en fait, c'est ce que je disais au démarrage, là-dedans, le plus long, c'est la conduite du changement et c'est les hommes. Ouais. Et il faut être très clair aussi, donc... voilà, donc, puisque le sujet est l'énergie, je pense que vous avez vite vu que moi, j'en ai quand même un petit peu à disposition pour moi-même. Donc évidemment que ça chamboule énormément et que là-dedans, il y a des collaborateurs aussi à qui ça ne convient pas. Donc il faut aussi être en capacité de se le dire, que ces modèles-là, ils conviennent pas à tout le monde. Et que des collaborateurs qui fonctionnent très bien dans une PME ou une entreprise pour laquelle la continuité, la régularité, une forme de ronronnement et le business model et la stratégie convient. Moi, c'est pas mon mode de fonctionnement, donc c'est évident qu'il faut plutôt une équipe de Ligue 1, quoi. Merci beaucoup pour ces premières explications. Si on doit simplement résumer en une ou deux phrases ce qui vient d'être dit, nous étions quand même sur la question de l'énergie pour une entreprise. C'est moins le résultat qui est intéressant que le processus, vous l'avez bien compris, comment on s'attaque à la question. Et ici, volontairement, dans cette entreprise, la question, on s'y attaque de façon collective, un groupe de 30 personnes, et c'est lui qui va déterminer, ce groupe-là va déterminer les différentes échéances, ensuite sera évidemment challengé, mais c'est lui ensuite qui va conduire l'ensemble. Merci beaucoup pour votre témoignage jusqu'à présent. Si on peut rallumer, merci beaucoup pour la salle, et vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Wow. Bravo. Et maintenant, vos questions. J'en ai 1000 autres, mais je pense qu'à mon avis, vous en avez beaucoup d'autres parce que les sujets qui ont été ici déployés sont des sujets qui débordent largement de l'énergie et de l'organisation de l'entreprise. Je vous en prie. Qui démarre? Qui démarre avec une première question? Même les dames n'en ont pas de questions? Dites-moi que ce n'est pas vrai. Aucune question là-dessus? Rien? Je continue dans ce cas-là, vraiment. Je vous laisse réfléchir et je poursuis l'entretien. Avez-vous un bras droit, une bras droit? J'en ai plusieurs. En fait, mon comité de direction sont mes bras droits. En fait, ils ont toutes les clés. Ils ont toutes les clés du groupe. Lorsque le groupe des 30 est arrivé auprès de vous en disant « Voici, on a un premier plan », c'est fait ça? Ils sont déjà arrivés avec un premier plan ou pas? Oui. D'ici à 2024, c'est bien ça? 26, pardon, ouais. D'ici à 2026. Ils vous ont dit ça. Vous avez regardé l'ensemble du plan, vous avez dit oui, non, vous avez challengé, vous avez posé des questions, comment ça s'est passé? Oui, alors il y a des choses que j'ai validées, des choses que j'ai pas validées. Évidemment, il y avait une idée très utopique. C'était les techniciens de maintenance. Leur idée, c'était de ne plus avoir besoin de venir à l'usine. Dans un souci de décarbonation, voilà, c'est bien tenté. J'ai dit non. Voilà, je me suis exprimée évidemment là-dessus, mais c'est dire aujourd'hui, avec de l'intelligence artificielle, avec de la maintenance prédictive,
de facto, technologiquement, on peut imaginer faire de la maintenance à distance. Voilà. Après, quand les valeurs du groupe sont quand même centrées sur l'humain et sur l'engagement, ça marche moins bien. Voilà. Pour 2030, ont-ils déjà fixé une feuille de route? Alors pour 2030, il y a une feuille de route, évidemment, qui est plus macro. Et là, on va parler de réduction, donc de trajectoire, 1,5 degré, etc. Voilà. Et là, pour le coup, on est sur un plan stratégique, donc moins précis. Hein. Maintenant, lorsque on considère tout cela, vous avez des machines, vous avez dit, une machine, c'est quoi? C'est 1 million en investissement? Minimum, oui. Minimum, ouais, 1 million. Ouais. Donc, ça, vous êtes contrainte. Si jamais vous remplacez la machine, tout dépend du fabricant. Ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas du groupe des 30. Comment vous faites avec ça? Oui, alors néanmoins, il faut savoir qu'on a des machines qui sont assimilées à des machines spéciales. Donc, on a en fait un cahier des charges. Et c'est dans ce cahier des charges qu'on va donner un certain nombre, pour le coup, de caractéristiques et de préconisations aux fabricants. Notamment, je pense l'an dernier, on a fait l'acquisition de 2 nouvelles machines de même puissance en même temps. Là, par exemple, donc on a fait le choix d'un fabricant de machines spéciales de la région, d'ailleurs, qui est pas très loin de Saint-Étienne, qui était un pari, puisque c'était une machine, un constructeur avec lequel on n'avait jamais travaillé. Mais il y avait dans notre cahier des charges des contraintes de consommation, de consommation d'électricité, des contraintes de consommation d'huile, des contraintes au niveau du bruit, etc., etc. Voilà, qui vont au-delà en fait des certificats NF qu'on a l'obligation d'avoir pour mettre en service des machines. Y a-t-il un partenariat possible avec ce fabricant en question, au-delà du contrat et du cahier des charges? C'est-à-dire, est-ce que des techniciens de chez vous peuvent aller là-bas ou pas pour pouvoir concevoir la machine? Là, forcément, en fait, nos ingénieurs, c'est de la même manière, en fait, c'est du collaboratif, puisqu'évidemment, quand on a des cahiers des charges assez contraints et peu courants, en fait, sur ce type de demande-là, nos ingénieurs accompagnent aussi. Il faut savoir, voilà, les ingénieurs chez nous, évidemment, ils conçoivent des produits, mais ils sont également, bien évidemment, dans tout ce qu'on va appeler méthode et industrialisation, donc y compris dans la conception, en fait, de tout ce qu'on achète. Hein, donc, quand on parle, voilà, de flux d'usine, c'est eux qui matérialisent aussi tout ça. La conception de la machine se fait-elle avec jumeaux numériques? Non, parce que c'est pas notre nécessité. On pourrait le faire, mais aujourd'hui, voilà, on a des modèles standards qui nous permettent. Autrement dit, il y a une vraie collaboration. Pardon. Ouais. Il y a une vraie collaboration néanmoins avec le fabricant. C'est ça surtout avec donc il y a une conception commune, j'imagine, mais surtout vous êtes auprès du fabricant. Ah oui, systématiquement. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Ce que vous n'êtes pas, j'imagine, en tous les cas. Et on fait d'ailleurs, voilà, on a vraiment, on tâche de faire la même chose aussi avec nos clients, en fait, de les accompagner également dans les solutions, parce que voilà, on est dans un secteur plutôt de niche, hein, quand même. Donc finalement, l'expertise et le savoir-faire, voilà, sans être des sachants, on les tient quand même. Toujours aucune question, je poursuis? Oui, je vous en prie. Bonjour Philippe Coé. Je voulais savoir comment vous avez fait pour mesurer, je crois avoir compris, le bilan carbone. C'est-à-dire qu'on achète une pièce chez vous, elle a en gros sa consommation, son bilan carbone. Et quelle est la part dans ce bilan carbone de la dimension logistique? Je mesure mal, mais je suppose qu'il y a une part logistique avec les différents scopes du bilan carbone. Ouais. Parce que le bilan carbone, ça rejoint beaucoup la facture énergétique aujourd'hui. C'est un peu... Enfin, en tout cas, il y a des parallèles, on va dire. Ouais. Donc, comment vous faites ça en termes de mesures pratiques? Mesures pratiques, donc bilan carbone, scope 1, 2 et 3. Donc 1 et 2, les internes, et 3, tout ce qui va être justement sur la supply chain. Donc ça, en fait, on mesure, on a revu dans le RP... donc chaque produit qui rentre chez nous soit a un poids et une provenance. S'il l'a pas, en fait, il y a un contrôle au magasin qui est fait systématiquement. Donc en l'occurrence, on a enrichi notre ERP pour être très clair, pour automatiser en fait au maximum le bilan carbone. Il y a encore des choses à faire, je vous rassure. Parce que voilà, c'est jamais. On a beaucoup de références, donc c'est pas. Je ne dis absolument pas là qu'on est parfait. Donc on fait ça et on sait aussi également le calculer sur l'extérieur. En fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a fait le choix que les équipes soient formées en fait à la réalisation du bilan carbone, puisqu'en fait ça permet de comprendre ce qu'il va falloir pour le faire, et non pas que ce soit alors
au choix dans les entreprises, soit de la responsabilité du QHSE, soit de la direction financière, de plus en plus de la direction financière, mais que ce soit globalement un truc qu'on sort une fois et puis on regarde pas ce qu'il y a dedans. Le fait d'être directement concerné, en fait, pour moi, voilà, fait que quand il y a un article nouveau qui rentre, de la même manière qu'on va avoir du REACH, des réglementations, etc., il y a une petite case qui s'allume, bilan carbone. Donc, est-ce que j'ai bien mes informations qui vont permettre de calculer tout ça derrière? Toutes vos équipes ont été formées là-dessus? Non, pas toutes, bien évidemment, pas 300 personnes, mais un nombre suffisant voilà, pour travailler ça. Pour pouvoir identifier tout cela et pour pouvoir mesurer la chose. Et puis, alors, pour le coup, tout le monde est au courant de ce que c'est que, en tout cas, qu'on réalise un bilan carbone, les impacts, voilà, tout le monde en comprend les grands mécanismes. Oui. Une question ici, Thierry, je suis ici à gauche. Jean-Sébastien Guillot-Salty, bonjour. Bonjour. Merci pour votre témoignage très intéressant. J'ai une question en particulier sur la gouvernance autour du comité de direction. Effectivement, nos cadres en ont un peu ras-le-bol des comités de direction et c'est bien d'innover. Moi, j'avais essayé d'innover aussi avec un pilote différent à chaque fois et également un gestionnaire du temps et une personne qui récoltait les sujets différentes. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus et nous donner davantage de bonnes idées sur le sujet et bravo pour votre initiative. Ouais, alors bon, moi il y a une référence, le processus délégué. Il y a un bouquin là-dessus d'Alain Cardon qui pour moi est la Bible. Il y a des consultants qui forment à ces méthodes-là. J'en connais dans la région si vous avez besoin ou au national qui sont très bien. Ouais, il y a une part de formation. Alors après, c'est vrai que nous régulièrement, le comité de direction, ils ont des formations, enfin tous les ans. J'ai tenté une formation. Alors c'était un peu culotté, je n'étais pas bien sûre de moi. On a travaillé avec un coach sur l'apport de la philosophie dans le management. Bon, et puis là, ils ont commencé par une méditation. Donc là, j'en ai perdu la moitié, donc les hommes, pour être clair. C'est marrant comme il y a des stéréotypes, hein. Mais non, et en plus c'est pas vrai. Je caricature parce que c'est pas vrai. Mais voilà. Néanmoins, voilà, ils ont été ouverts aussi à ça. En fait, ce que je veux dire là-dedans, c'est que je les bouscule beaucoup quand même. Faut être clair. Voilà. Je les bouscule, ils sont ok avec ça, et je pense que ça c'est la première chose. C'est un contrat de confiance. C'est un contrat de confiance dans le sens où même si je bouscule. Même si, évidemment, je vais taquiner, même si je vais chercher, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la performance, c'est toujours dans la bienveillance. Voilà. Et ça, je pense que c'est quand même extrêmement important, et ça, c'est quelque chose que je rappelle régulièrement à tout le monde, d'ailleurs, dans le groupe et dans l'entreprise, c'est que tout ce qu'on peut faire, en fait, on le fait parce qu'on a un cadre qui est sécurisant, en fait, autour de ça. Et en fait, ça permet, à mon sens, d'ouvrir et d'autoriser. Moi, je dis toujours, voilà, on peut faire des conneries, tous, de toute façon, moi y compris, ça arrive. On peut prendre des mauvaises décisions. On peut. La question, voilà, c'est toujours pareil. C'est pas de le faire, plusieurs fois, mais c'est autoriser, en fait, aussi, voilà, le droit à l'erreur, quoi. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Gilles Beaufranc, La Campagne. Je sais que vous êtes très impliqué dans l'IFA. Et j'aimerais que vous disiez un mot sur la relation entre le conseil et le CODIR, et puis la composition du conseil d'administration également. Merci. Donc en effet, je suis coprésident de l'IFA Auvergne-Rhône-Alpes, donc évidemment que ces sujets de gouvernance, de CODIR, etc. font partie de mes dadas. Donc IFA, c'est l'Institut français des administrateurs, voilà, qui fait beaucoup de lobbying en fait sur le rôle et l'importance d'une gouvernance. Et ce que je dis souvent sur la gouvernance, pour moi, la première gouvernance, et je l'ai encore fait cette semaine, c'est parfois d'aller dîner avec un copain et de parler de sa stratégie. J'ai fait ça mardi soir avec un copain chef d'entreprise qui a une petite structure et qui me dit tiens, je me pose telle ou telle question. Brasserie Bocuse, c'est génial parce que les sets de table sont en papier. Vous piquez un stylo au serveur et vous refaites un plan strat. Moi, j'adore. Donc ça, c'est de la gouvernance. Donc aujourd'hui, notre gouvernance, évidemment, mixité au conseil d'administration, avec 40%, un peu plus de 40, alors, je suis en train de compter, non, 50 maintenant, ouais, 50% de femmes aujourd'hui, puisqu'on est, si je vous dis pas de bêtises, on est en plein rapport annuel, je suis en pleine relecture de rapport annuel, donc ça va revenir, mais voilà. Des profils très variés.
Et donc, au fur et à mesure en fait, des mandats, évidemment que la gouvernance évolue. Puisque quand je parlais d'alignement tout à l'heure, pour moi, il est important d'avoir des compétences en fait, qui sont en lien avec le plan stratégique. Alors ça, c'est un peu nouveau dans les idées de gouvernance, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup aussi de gouvernance, très souvent, alors beaucoup de finances, hein, ça c'est clair. Parfois quelques experts ou mentors en fait d'un secteur. Moi, j'ai fait le choix en fait d'une gouvernance beaucoup plus plurielle, avec des horizons très variés. En l'occurrence, par exemple, j'ai un prof d'économie, un ancien prof d'économie, donc qui, pour le coup, sur les sujets macroéconomiques, géopolitiques, etc., va apporter son éclairage sur la vision du monde, sur l'industrie, sur voilà, tous ces enjeux-là. On a également, par exemple, ici, dans un milieu peut-être que vous connaissez, la présidente de Serfim, Alexandra Mathiolon, très impliquée sur les sujets climat, donc dans le BTP, voilà, avec une très belle ETI, de la région. J'ai une ancienne dirigeante d'entreprise cotée d'équipementier automobile. Voilà, des horizons un peu divers et variés, avec une vraie richesse, une mixité importante et du coup des conseils assez punchy, extrêmement intéressants. Et moi, ce que j'aime aussi dans le conseil, parce que voilà, le conseil, alors pour le coup, on pourrait imaginer des conseils plus tranquilles. Moi, je demande à mon conseil qui me challenge, en fait. Voilà, je leur demande de me pousser dans mes retranchements, de me pousser dans les choix et dans les options et dans ce qu'on propose. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant, parce qu'en fait, ça force positivement, en fait, à une structuration. Déjà, moi, ça force aussi à poser des choses, à écrire des choses, à matérialiser, à énoncer. Et voilà, évidemment, je trouve ça extrêmement vertueux. Encore une fois, c'est mon choix, c'est la gouvernance telle que moi je l'ai décidé pour le groupe. Mais voilà, évidemment qu'elle me convient. Typiquement, voilà, cette semaine, donc là, on était en arrêté des comptes annuels. Je leur ai demandé à chacun de me faire un report sur qu'est-ce qu'ils attendent du conseil, de quoi évidemment ils ont besoin, quel type de formation. Et également une évaluation en fait de ce que moi je leur apporte, de ce qu'ils imaginent, voilà, de ce qui pourrait être remis en cause, etc. Voilà. Et donc ça, chacun envoie. Alors en plus, le principe, c'est que tout le monde a accès à tout. Hein, c'est pas chacun m'envoie un descendant et je le garde et je dis rien. C'est qu'on partage ça. Voilà. Alors on peut appeler ça une évaluation du conseil. Mais en l'occurrence, c'est une évaluation de moi. Voilà. Merci beaucoup. Question encore? Sinon, j'en ai une dernière. Oui, une question ici. Concernant votre bilan carbone, dans votre budget, comment ça se finance? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est une ligne stable ou est-ce qu'elle évolue et dans quel sens? Comment vous la refacturez aux clients et comment vous la communiquez, vous l'expliquez aux clients? Donc le bilan carbone, aujourd'hui, on ne le communique pas. Puisqu'en fait, vous savez bien qu'on appelle ça bilan. Néanmoins, c'est pas très financier aujourd'hui quand même. Hein. Donc là, on est en train donc pour ceux qui s'intéressent un peu au sujet, à taxonomie, etc. Alors c'est un peu moins funky, mais on est en train de commencer à avoir une comptabilité extra-financière. Donc nous on a démarré ça. Donc comment j'ai ma comptabilisation des actifs et des passifs extra-financiers? On communique pas, tout simplement déjà parce que à nos tailles, on est les seuls à beaucoup publier, à beaucoup communiquer de choses. Au-delà d'ailleurs de nos obligations boursières, mais ça c'est un choix aussi de communication, de transparence. Quand je parle de stratégie, moi quand on valide un plan stratégique, on l'explique à tous les collaborateurs, on l'explique en interne évidemment, et on le communique en externe. Et c'est vrai que finalement les premiers qui regardent ça, je suis lucide, ce sont mes concurrents. Donc à un moment donné, pas non plus toujours donner le bâton pour me faire battre, sympa, mais voilà. Hein. Donc personne ne le communique, et d'ailleurs il y a très peu aujourd'hui d'entreprises qui s'engagent sur des communications de bilan carbone. Donc après voilà, ma réponse aujourd'hui, c'est surtout qu'on commence à comptabiliser l'extra-financier, mais ça reste compliqué, voire un peu abstrait, voire abscon aujourd'hui quand même. Ces comptabilités c'est prise en compte en tout cas de bilan carbone.
Sujet pas simple. Intéressant, mais pas simple. Avez-vous des difficultés à recruter? Ça, c'est pas sympa. Pas trop. Pas trop. Alors, comment vous débrouillez-vous? Comment, ici, je suis persuadé, si on demandait combien de postes vacants, minimum, allez, 1500, 2000, et encore, bon, bref. Pourquoi? Comment? Vous y prenez comment? C'est comme, pourquoi il y a des femmes qui viennent bosser chez nous? Je sais pas, moi. Enfin, non, blague à part. Non, parce qu'en fait, alors maintenant, on appelle ça la marque employeur. Oui, mais... Voilà. Non, mais parce que globalement, voilà, on communique, on a un projet dans l'industrie qui est différenciant, qui est très identifié. On a voire même, enfin, on a peu de difficultés à recruter, voire même on attire des talents. Il y a quelques années, on m'aurait dit qu'on allait recevoir en candidature spontanée des CV d'ingénieurs qui ont passé voilà, quelques années dans des très grands groupes aéro et compagnie, et puis qui postulent chez nous PME ardéchoise. Bon, j'aurais dit, il faut me pincer, j'y crois pas. Le fait est que c'est ce résultat-là, et qu'aujourd'hui on a une vraie attractivité en fait. Mettez des mots sur cette attractivité. Si je mets des mots. Je n'ai aucun problème pour recruter un cadre. J'ai aucun problème pour recruter un opérateur. J'ai aucun problème pour recruter un technicien. J'entends. Seul problème, ça va être des postes qui n'existent pas. Donc par exemple, voilà, les roboticiens. Là pour le coup, il y a quand même des pénuries. Techniciens méthode, c'est des sujets compliqués. Mais sinon, on choisit encore les candidats avec lesquels on veut travailler. Et pourquoi ces candidatures spontanées arrivent-elles? C'est ça ma question, pardon. Mais... en fait, alors on essaye de leur demander, évidemment, quand ils viennent chez nous, sans leur dire « Waouh, c'est génial, c'est tellement... on est bluffé que vous veniez chez nous ». Non, mais en fait, c'est ça, c'est le projet, c'est le plan stratégique, c'est les valeurs, c'est l'aura en fait qu'on a autour de nous. Très souvent, en fait, si je prends le cas notamment des ingénieurs, ils ont entendu parler de nous par un client, par un fournisseur, par un truc, voilà, en disant tiens chez Altéora, il y a un projet sympa, regarde. Et c'est vrai qu'après on est assez visible, voilà, on est ouvert, on fait pas mal de choses. Mais je crois pas que ça réside dans une seule clé. Hein, non, bien sûr que non. Faut être, non. Okay. Il y a une question là-bas. Présentez-vous votre question. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour votre intervention. François Bouchard, Manutention. La question était un peu en lien avec celle de M. Rebolo. Vous semblez avoir une évaluation plutôt précise de vos postes de dépenses et d'économie d'énergie que vous avez fait ces dernières années. Quel est le pourcentage que vous attribuez dans votre budget à votre politique économie verte, entre guillemets? Marginal. Pour être et très si on clair, doit mettre un pourcentage? 2%, 2%. Mais à peine marginal, puisqu'en fait, on continue, y compris là-dessus. En fait, pour être très clair, je ne l'ai pas précisé au départ, parce que c'était pas le thème. Et puis, en fait, on a un peu divagué, et c'est intéressant. Mais moi, je ne crois pas à la théorie de la décroissance, pour être très clair. Voilà. Ma théorie, c'est la croissance. Mon ambition, c'est la croissance. Mais évidemment, durable et responsable. Donc, quand on prend une décision, c'est pour ça que je dis, c'est anecdotique le budget green, parce qu'en fait, il faut quand même qu'il y ait un ROI. Voilà. Alors, on accepte sur certains investissements que le ROI soit plus long que sur une solution traditionnelle. Ça, on sait faire. Par contre, 0, 0, 0 ROI, on n'appuie pas sur le bouton. Après, c'est comment on calcule le ROI, sur qu'est-ce qu'on prend en fait comme scope ou comme matrice pour évaluer ça, mais ça reste évidemment conditionné. Pardon. Puis-je vous demander d'applaudir Madame Bénédicte Durand-Deloche. Bravo. Et vous avez bien compris que depuis le début de la journée, je me refuse à faire des synthèses longues, etc., etc., etc. Pourquoi ? Précisément parce que le choix de DLR pour ce congrès, 58e congrès, c'est d'avoir une personne avec qui nous allons faire la synthèse, et ce sera le dernier invité de la journée. Nous le ferons avec André Manoukian. C'est avec lui, à son piano, que nous allons reprendre toutes les thématiques que nous avons vues aujourd'hui, y compris celle-ci, voilà pourquoi je me garde bien d'en parler, de façon à ce que nous puissions à la fois
nous donner notre apport, voici ce qui a été produit aujourd'hui, et que lui puisse venir, à la lumière de ses connaissances musicales et éventuellement de son talent aussi, bien sûr, ajouter une hybridation que seuls nous n'aurions pas eue. Ça, c'est la dernière partie de la journée. Madame, merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour l'ensemble de votre témoignage. Merci à vous tous. Pause et à tout à l'heure. Merci beaucoup.